La rentrée littéraire 2026, Harmonia Mundi livre. Quel est le prix à payer pour la paix? Je me demandais comment elle avait survécu à sa Et vie. contre toute La attente, terre devient une manière dans d'apprendre. secret, Je devais m'estimer une heureuse. pause entre mémoire et présent. Personne ne parle. Un couple parmi les Elle vivants. aurait pu le dissoudre. Vous allez bientôt faire leur connaissance. Un crime violent. 2 corps. Et 4 voix pour tenter de dire ce qui n'aurait jamais dû arriver. Dans un village du nord de la Croatie, un jeune Rome s'effondre. Un migrant est accusé, mais très vite, une autre vérité affleure. Milena revient là où elle n'a jamais réussi à rester. Sandy grandit dans l'invisibilité. Nuzat fuit une guerre qui ne le quitte pas. Plancic cherche à comprendre. Leurs voix se croisent, se heurtent, se contredisent. Chacun raconte, chacun déforme. Et pourtant, tout se rapproche. Ce n'est pas seulement une enquête, c'est avant tout une histoire d'amour impossible, une histoire de frontières, visible, invisible, une histoire de peur et de désir. On avance comme dans un vertige, avec cette sensation terrible que tout aurait pu être autrement, et que pourtant, rien ne pouvait être évité. Tzigan, mais le plus beau de tous, c'est un roman choral qui saisit, qui trouble, qui reste. Un grand roman européen à découvrir. À la fin de l'été 1947, Margherita Sarfati, grande bourgeoise juive italienne, revient au Soldo, son domaine familial du Frioul. 9 ans après avoir fui l'Italie en raison des lois antisémites, elle découvre son paysage presque inchangé. Chênes, hêtres, bouleaux sont toujours là. Ils se sont déployés autour du vieux mur de pierre sèche. Mais des cicatrices invisibles envahissent l'espace. Son fils tué à la Première Guerre mondiale, sa sœur Nella, déportée à Auschwitz. Et surtout Mussolini, le Duce, son amant durant 15 ans, qui a été liquidé en 1945. Le jardin du Soldo n'a pas changé, mais l'Italie est bouleversée. L'étoile de Margherita est passablement ternie. À travers Margherita Sarfati, la maîtresse juive de Mussolini, Serge Héroldi nous entraîne dans une fresque qui mêle habilement la grande histoire et l'intime. Son écriture, lyrique et minutieuse, révèle une femme hors du commun, actrice et victime des tourments du siècle. Il y a les livres qui font mourir d'ennui, il n'en manque pas. Ceux qui font mourir de rire, ils sont très rares. Ceux qui peuvent terrasser les libraires ensevelis sous les cartons de la rentrée. Il y a les livres qui disparaissent à peine parus et ceux qui reviennent à la lumière alors qu'on les croyait enterrés. Pour lutter contre la malédiction de la rentrée littéraire et ses centaines de victimes, l'Arbre vengeur a choisi cette année de ressusciter en un volume 2 romans qui parlent de livres maudits, et non de maudits livres. 2 textes imaginés par la fantastique et oubliée Noëlle Roger, dans lesquels la vengeance s'abat sans pitié sur les personnes qui ont eu la malchance de croiser ses ouvrages fatals. Suspense, mystère, invention, malice, transgression, tels sont les ingrédients du livre qui fait mourir, l'ouvrage dont votre estomac se souviendra, le livre qui va, l'air de rien, vitrifier les vitrines de la rentrée littéraire. Renoncez aux livres tuants, choisissez plutôt les livres qui tuent et faites mourir vos clients de plaisir. On a tous des souvenirs dans un camping.
Bungalow est le troisième roman chez Asphalt d'Antoine Filias, après Plexiglas et Wallaby. Le roman se passe à Bretignolles-sur-Mer, en Vendée, à l'été 2024. Cet été-là, souvenez-vous, on a vécu les Jeux Olympiques, mais aussi des élections législatives surprises. Au rythme d'un chapitre par jour de juillet-août, Bungalow nous plonge dans le milieu du travail saisonnier et dans le microcosme d'un camping. Elliot a 33 ans, il fait la saison dans un bureau de tabac. Sacha est serveur dans un restaurant touristique. Leur rencontre marque le début d'une romance. Leurs collègues, colocs, clients, patrons et voisins de tente nourrissent également ce roman social, drôle, tendre et corrosif à la fois. Dans le prolongement de Plexiglas, Antoine Filias poursuit ici son exploration du monde du travail et de l'amour queer. Ses personnages sont crédibles et touchants, on croirait les connaître. Vous allez bientôt faire leur connaissance. La mère d'Isabelle Cornaz est originaire de Palamos, sur la Costa Brava, au nord de Barcelone. Isabelle y passe tous les étés de son enfance. Dans ce beau récit, il y a une tension entre l'intime et le politique. L'intime dans le rapport du corps à un paysage balnéaire qui n'est pas seulement vécu comme un plaisir d'essence. Il y a la peur de la mer, la fuite du soleil brûlant, la chaleur écrasante. Le politique, parce qu'elle pose un regard qui va et vient entre le franquisme et la période de sa chute. Elle parle de l'horreur du franquisme, des corps disparus dans sa famille, mais aussi des ambiguïtés du régime totalitaire, de ses liens avec les États-Unis pour lutter contre le communisme, de l'encouragement au tourisme, voire au surtourisme. Elle évoque enfin ce silence obtus des membres de sa famille, maintenu encore aujourd'hui. En définitive, il s'agit d'un texte sur l'envers du décor de la carte postale catalane. Claudia Mendes a définitivement rompu avec le village de ses parents, depuis longtemps. Elle vit en ville, libre, moderne. Et puis un héritage, quelques terres là-bas. Un retour. Le village n'a pas changé, ou peut-être que si. Les souvenirs reviennent, les pommes de terre, le goût unique, disait-on. La mère, les bibelots, le regard des autres, le père, les gadgets, insaisissables, et la grand-mère, dure, inoubliable. Claudia cherche ses terres, mais elles n'existent presque plus, ni sur les cartes, ni sur les GPS. Alors elle avance, à tâtons. Ce n'est plus un voyage, c'est une traversée. Comprendre d'où l'on vient, ce qui nous échappe. Un secret affleure. Et quelque chose se répare. Le village n'enferme plus, il ouvre. Un pays a changé en une génération. Des terres abandonnées, un monde qui bascule, entre rural et urbain, entre mémoire et présent. Et au fond, une question, qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on laisse? Même si Yann me conseillait de puiser dans le spectre chromatique avec parcimonie, à mes débuts je tenais à faire flamboyer l'eau salée en pensant que celle-ci perdrait de sa nature si je ne la remplissais pas de toutes les teintes à ma disposition, de l'outre-mer à l'aigue marine, en passant par le jade, le cyan et l'émeraude. Je ne savais pas encore que la mer se sublime en une évocation d'écume, par quelques étincelles projetées, un ruissellement qu'on efface progressivement. Les particules minuscules ont le pouvoir d'étirer le flux à l'infini.
Yann, à son âge avancé, se permettait quelques poudroiements lapis-lazuli dilués à l'encre noire. Il voulait m'apprendre à peindre comme les baleines voient le monde, en nuances de gris avec l'instinct du bleu. Ce n'est qu'une fois sur le fleuve, un carnet pour bagage, que j'ai accepté de revenir à l'essentiel. Retourner à la source de vie qui répand son amour sans compter. Un pigment d'aquarelle colore une quantité infinie d'eau. Une douceur dans le regard déverse des flots de joie dans la main qui guide le pinceau. Ici commence la terre. Mes parents étaient agriculteurs, Mariam et Mohamed. Le blé doré des fins d'après-midi d'été, les figues, les olives, les doigts brunis. Ils avaient des champs à perte de vue, ils nourrissaient notre village et les environs, partageaient les koussa, les betenjan, les banedora avec les voisins. Et entre eux, rien. Ils ne partageaient rien, ni leurs mots, ni leur corps, ni leur amour. En 1948, Aïda et sa famille sont contraintes de quitter leur village de Palestine. Commence l'exil à Beyrouth. Comment recréer les liens perdus quand le quotidien est marqué par l'absence d'un mari distant, quand la ville demeure étrangère, quand le déracinement provoque la déraison. Aïda fait peser sur ses enfants le rêve impossible d'un retour sur sa terre. Entre mémoire et transmission, un destin particulier pris dans la tourmente de son époque. Djad Hilal nous raconte l'histoire vraie et mouvante de sa grand-mère, une femme autoritaire et fragile. Son tour de force est d'employer une langue vivante, rythmée par des chapitres courts, qui apportent au roman dynamisme et fraîcheur. Sur le voilier, Martin regarde le pont, puis sa mère. « Tu ne pouvais pas partir seule, hein ? Il fallait aussi m'embarquer moi, et cette Cécile, c'est qui d'ailleurs ? Peu importe, elle vient avec nous. Mais elle n'a jamais navigué. Elle ne sait pas ce qu'est une nuit en mer et encore moins 10 jours d'Atlantique. Ben, faut bien une première fois. Ce sera la sienne. Mais avec toi, les premières fois sont toujours une épreuve. Dit celui qui fait tout à reculons. Pff. Et pourquoi elle ? Parce qu'elle en a besoin. Ah oui. Et moi ? Toi aussi. Un silence. Franchement, tu me fatigues. On se fatiguera ensemble alors. Maintenant embarque, détends-toi et laisse l'océan faire le reste. Une mère libre jusqu'à l'obstination. Un fils que la vie ramène à elle, une invitée qui n'a jamais pris le large. 3 vies, enfermées 10 jours au milieu de l'Atlantique. Et plus aucun endroit où se cacher. Scélérate, le premier roman de David Van Eyck, un huis clos maritime organique et puissant. Le légendaire écrivain Christian Monet est mort. Après 2 livres au succès retentissant, il s'était tu, comme Salinger, laissant derrière lui 30 ans de silence et une pile de manuscrits inédits. Pour sa veuve, aveugle qui a voué sa vie à l'œuvre du grand homme, ils sont la promesse d'une ultime rencontre avec celui qu'elle a aimé. Mais en ouvrant ces manuscrits, leur fille, Chloé, est atterrée. Ils ne contiennent que des pages blanches. Pour éviter de briser le cœur de sa mère, elle commet alors l'irréparable. Elle lui lit son propre roman, celui qu'elle écrit en secret en le faisant passer pour celui de son père. Le piège se referme lorsque l'œuvre jugée magistrale est publiée. Chloé devient alors le fantôme de son propre talent, dépossédée de son identité et de son œuvre. Est-elle condamnée à rester à jamais la fille de ? Premier roman à l'intrigue tendue et terriblement efficace,
Fille de est une histoire d'imposture et de libération, celle d'une femme en quête de sa propre voie. Bienvenue en Nouvelle-Gallia. Veuillez déposer les armes avant de passer la frontière. Le contexte mondial est alarmant. Les discours guerriers prolifèrent. Charlie, elle, a la chance d'avoir grandi en Nouvelle-Gallia, une république pacifiste. Cette nouvelle France a choisi une solution radicale, confier tout le pouvoir aux femmes et écarter les hommes, seulement le temps, bien sûr, de corriger leur éducation abîmée par des millénaires de patriarcat. Aujourd'hui, pour la première fois, le pays ouvre ses frontières à une journaliste étrangère, Alba La Rochette. Cette féministe convaincue s'enchante de découvrir les dessous de la mystérieuse société, tellement plus évoluée que son Québec natal. Enceinte, elle se rapproche de Charlie. Elle aussi attend un garçon conçu de manière naturelle, contre toutes les règles de son pays. Mais quel est le prix à payer pour la paix? Dans son troisième roman, Caroline Bouffot soulève une question qui nous a à toutes et tous traversé l'esprit, et s'il fallait renoncer à la virilité pour vivre en paix. Une fable politique incisive qui joue avec nos peurs de façon réjouissante. Tu sais quoi, Mandy, tu me saoules. Tu me saoules et t'as gagné. Je rentre au Mouron, et je viens te voir, et ce sera à nouveau que nous deux, avec les fantômes. Elles ont grandi dans une petite ville ouvrière du Nord, où l'on s'ennuie, où tout se sait, où il n'y a pas d'avenir. Leur amitié est un havre fait de secrets de joie et de chagrins partagés, d'une passion commune pour les faits divers et de séances de spiritisme forcené. À la sortie de l'adolescence, Insaf part étudier la médecine à Lille, quand Mandy, elle, reste. L'une découvre la vie en colocation, ses premières fêtes, et entrevoit un futur tout tracé. L'autre enchaîne les jobs laborieux et ressasse le passé. Un féminicide datant des années 90 l'obsède. Quel secret l'usine désaffectée des Mourons peut-elle cacher? Aux yeux de Mandy, seul Insaf peut lui venir en aide. De séances paranormales à l'exploration des tréfonds souterrains du net, les Quelqu'unes célèbrent la sororité et l'ésotérisme, refuge à la violence patriarcale. Un roman d'apprentissage contemporain, empreint d'un puissant instinct de vie. Paris, 1884. Pour contrer un mariage navrant, Élisabeth, 17 ans, se crée un double, Théodore Volsin, et intègre un cercle littéraire. Au Majestic, quelques courtisanes sont admises. Investie du pouvoir du verbe, elle tentera de leur offrir une littérature accompagnante et libératrice. Mais désir d'érudition, amour trouble et apparence mensongère finiront par la compromettre. Je mange, travaille et respire pour la métamorphose. Inlassablement, j'associe le pas à l'allure, le verbe à la tessiture pour ne regagner mon lit qu'une fois exténuée mais satisfaite. Car c'est dans la répétition que se crée la spontanéité, quand le mécanisme mute en l'inné. Alors le sensible perce et l'émotion paraît. Théodore Volsin n'est pas le fruit de mon imagination. Je le sens prendre vie dans tout mon être, comme un prolongement de moi-même, une double figure qui mettra en valeur et à profit tout ce qu'on lui a inculqué avant l'enfermement et dont on la prive aujourd'hui.
Avec Diva, Martine Delvaux bat la mesure, nous entraîne là où des foules se rassemblent dans l'émotion, là où des torrents de larmes scintillent parmi le public. Quand la ville en fête et en délire ne forme qu'un avec d'extravagantes cantatrices, d'éblouissantes sopranos et autres chanteuses merveilleuses, quand les voix s'élèvent puis tournoient. De Céline Dion à Beyoncé, à Maria Callas, de Nina Simone à Dalida ou Édith Piaf. Martine Delvaux est encore là quand la foule s'est dispersée, quand il ne reste qu'un filet de voix, de sang. Elle est là avec les gorges aphones, les silhouettes traquées et les oreilles qui sifflent. Les destins funestes adviennent, des notes très aiguës sur des doubles croches. Protéger la voix, puissante et fragile, qu'un courant d'air pourrait faire dérailler. Avec cette non-fiction, dans une prose vive, tourbillonnante, Delvaux monte le son, se laisse guider par ses idoles. L'écrivaine démasque les ennemis et démonte les mécaniques d'oppression. Elle se lève, demande des comptes pour toutes les voix de femmes toujours brimées et menacées. C'était un quartier populaire investi par les migrants. Les résidents s'employaient dans les chantiers d'immeubles flambant neufs du centre-ville, conduisaient des poids lourds jusqu'à Tampa ou Orlando, ou se démenaient pour un SMIC au contact des toxicos et des sans-abri affamés qui affluaient jusque dans les chaînes de fast-food ouverts H24. Des types qui réglaient avec des pièces de monnaie ramassées du fond des poches et qu'ils comptaient une par une sur le comptoir. Un salon de coiffure de ce genre y était une excentricité. Les gens avaient plutôt l'habitude de salons chargés d'affiches et de miroirs, des lieux qui inspiraient confiance. Mais Barbier pratiquait des tarifs raisonnables, et le terme de styliste lui convenait assez bien. Il travaillait avec soin, comme si ses coupes étaient destinées aux revues de mode et ne se limitaient pas à embellir les têtes de gens dont personne n'avait que faire. Le roman polyphonique de la migration cubaine qui donne chair à des existences réduites à des catégories, l'immigré, l'exilé, le réfugié. En écho, la chasse aux immigrants aux États-Unis. Une des voix de la nouvelle génération latino-américaine. Au nom des monts métallifères et de la société Axicon Avertis, qui offre consulting, solutions logicielles et contrôle qualité dans le secteur pharmaceutique, je te souhaite la bienvenue dans Neuromaniac. Nous nous trouvons présentement dans le cerveau de Silvo Néré, patient de l'hôpital psychiatrique de Turku, Finlande. Car c'est là, dans son cerveau, que vit Guérec, le véritable héros du roman. Problème ? Guérec ne sait rien faire tout seul et il a besoin de toi. Dans Neuromaniac, tu devras décider à la fin de chaque chapitre comment poursuivre l'aventure. Je ne peux donc pas vraiment te dire de quoi il est question dans ce livre, car cela dépendra de tes choix. Mais disons que Neuromaniac est à la fois un roman policier, une étude neuroscientifique, un livre dont vous êtes le héros, un labyrinthe sans issue et une divagation conceptuelle et poétique. C'est aussi beaucoup d'autres choses que tu découvriras peut-être au fil de ta lecture. Dans tous les cas, il y a lieu de penser que tu as tout intérêt à lire Neuromaniac. Va au chapitre 1. Comme la viande aime le sel de Maria McCann est un grand roman sur le désir et l'obsession déguisé en roman historique.
Angleterre, XVIIe siècle. Guerre civile, bouleversement politique, turbulence sociale. Et au cœur de tout ça, une voix, une seule, celle de Jacob Cullen. Un homme puissant, à la fois fascinant et dérangeant, dont on comprend qu'il n'est pas forcément fiable. C'est lui qui porte le récit. Ce livre est son portrait, sa trajectoire. On avance, happé par son énergie, sa tension intérieure, ses contradictions. Le roman s'ouvre dans une ambiance presque gothique. Un corps, une fuite, une faute terrible, puis bascule vers la guerre. Et surtout, vers le cœur brûlant du livre, la rencontre entre Jacob Cullen et Christopher Ferris, un soldat idéaliste. Ce qui se noue entre eux dépasse l'histoire d'amour. C'est une relation passionnelle, faite d'emprise, de dépendance et de désirs contrariés. Même s'il se déroule au XVIIe siècle, c'est un roman profondément contemporain. Il parle déjà de sexualité, de culpabilité, de la violence dévorante des sentiments. Comme la viande aime le sel est un premier roman hors norme. Charnel, intense, inoubliable. « 1956, Jean-Jacques Pauvert est poursuivi par la justice pour avoir publié les œuvres de Sade. Ses romans sont immoraux, dangereux. Georges Bataille, dont à l'époque on ne connaît pas les textes sulfureux, est appelé à la barre pour témoigner en faveur de Pauvert. Attendant son tour, Bataille laisse son esprit vagabonder au cœur des souvenirs de sa vie, son enfance, ses femmes, ses expériences placées sous le signe de la transgression. Et, très loin, un souvenir traumatique inaugural. Le roman alterne entre les souvenirs de Bataille et la violence du tribunal. L'extase et le sacré s'enlacent, la trivialité et la littérature s'embrassent. À travers ce moment extrêmement marquant de la vie littéraire, Patrice Trigano, convoquant une des plus énigmatiques figures de la vie littéraire, pose cette question essentielle: quel rôle la littérature joue-t-elle dans l'émancipation des êtres? À l'heure où la censure, celle de Trump ou d'autres, s'attaque aux œuvres qui dérangent, ne faut-il pas défendre coûte que coûte la littérature? La réponse de Trigano est sans équivoque. C'est un immense cri d'admiration vibrant à ceux qui, par leurs écrits, nous offrent la liberté. Liam est coursier moto dans le milieu médical. Afsia est assistante de vie à domicile. Tous deux vivent à Avignon et tentent de s'arracher à la violence de leur vie. Liam percute Afsia qui sort en trombe d'une tour. Ils se reconnaissent immédiatement, deux victimes qui se vengent et se retrouvent dans leur fuite. Ce néant dans leurs yeux, troisième roman d'Éric Richer, est le récit d'une folle fuite dans une France périphérique à 100 à l'heure, entre aires d'autoroute et zones commerciales, la rage au ventre. Ce néant dans leurs yeux, c'est une réponse brûlante à une question qui a hanté Éric Richer. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais croisé son chemin? C'est enfin ce que la fiction peut nous apporter de mieux, un nouvel imaginaire loin d'une violence gratuite et stéréotypée dans lequel Liam et Afsia forment une alliance puissante qui s'affranchit des archétypes que l'on rencontre habituellement quand un homme et une femme affrontent ensemble leurs démons et luttent pour leur survie. C'est par le pain partagé que nous sommes attachés à vous. C'est biblique, oui. Une Bible des temps modernes qu'on n'évoque pas sans un rire bref parce que c'est une chose bien dangereuse que le sacré, et que, comme tous, nous le redoutons. Aux gens qui nous insultent,
parce que nous vous nourrissons comme si vous étiez des pigeons avec les mêmes reproches, la crasse, les maladies. Il faudrait brandir le sacré du pain comme on agite l'ail au nez du vampire. Seule la littérature peut faire face à l'immensité des désespoirs, côtoyer au travers des liens noués avec des exilés, et de comprendre que face à l'immensité de cette mer qui les submerge, la défaite est permanente, mais la victoire aussi. Ce texte de Jeanne Sautière dit en quoi la dette de l'accueil permet d'établir notre humanité. Et ce que cet écrit entretient avec ceux de Primo Levi, la nécessité de transmettre tout de l'espoir lorsque la barbarie s'annonce. Ici, au bout du rang Lynch, on se perd plus qu'ailleurs, surtout les enfants. Et comment savoir pour ceux qui reviennent si la maison qu'ils retrouvent est bien celle qu'ils ont quittée? Il courut, et courut, et courut, tandis que le soleil inexplicablement baissait à l'horizon. N'était-ce pas l'après-midi? Il ne s'interrogea pas sur les points cardinaux, de toute façon déconnectés de tout repère. Il courut sous les épinettes où il avait attendu l'orage qui aujourd'hui n'éclatait pas pour le guider. Sa terreur était aveugle et froide. Elle le possédait tout entier, sans qu'aucun mot s'y rattache, sans que son cœur accélère ou que sa gorge se serre, aussi vaste et implacable que l'absurdité de sa vie. Elle était l'air qu'il respirait, insensible comme la douleur qui ne monte pas après qu'on s'est coupé avec une lame affûtée. Elle le dépassait, elle le possédait, elle aurait pu le dissoudre, dissocier toutes les molécules de son corps, les emporter dans une infinité de directions. Elle était atroce, inhumaine. Un jour, elle lui manquerait. Camping raconte l'histoire de Sofia, une Roumaine installée depuis 20 ans en Espagne, qui s'apprête à rentrer au pays au moment de la retraite. Pendant quelques jours, elle accueille son fils dans le camping où elle vit et travaille, un lieu à la fois provisoire et profondément enraciné. Ce roman sur l'exil ordinaire montre comment on peut s'installer quelque part sans jamais vraiment y appartenir, et comment, au moment du départ, tout devient soudain et, contre toute attente, irremplaçable. Lavinia Braniște raconte avec une sobriété bouleversante la vie d'une femme suspendue entre deux pays où elle n'a plus vraiment de place. Camping est le portrait discret mais percutant de milliers d'existences invisibles, prises entre espoir d'ascension et brutalité du réel. À l'époque, elle n'existait dans aucun registre, n'avait personne à qui se plaindre, sinon à Cathy, mais pas trop non plus car c'était par elle qu'elle trouvait du travail. Elle a effacé de sa mémoire ces années-là, lasse d'osciller entre la colère et la gratitude, colère d'avoir tant subi, gratitude qu'il en soit quand même sorti quelque chose de vivable. Le 21 août, aux éditions du Typhon. De bêtes et d'oiseaux est un roman contemporain de l'autrice espagnole Pilar Adón. De conduire, apaise Corot, une artiste hantée par le décès de sa sœur. Les longues routes désertes lui permettent de tout oublier jusqu'au peu d'essence restant dans son réservoir. Cherchant de l'aide alors que la nuit progresse, elle tombe sur le portail d'une grande demeure cernée par une végétation sauvage et peuplée d'animaux. Ses habitantes, une mystérieuse communauté de femmes, arrivent à sa rencontre et proposent de l'aider, à une condition: entrer. Au moment de franchir le pas, Corot pressent-elle que va s'ouvrir un monde étrange de rites, de célébrations, de terreur et de beauté.
De bêtes et d'oiseaux est un roman à suspense aux multiples reflets qui joue avec les peurs des lectrices et des lecteurs pour mieux les en libérer. Non, vous ne m'avez pas, moi. Moi, je veux partir. C'est ce que vous croyez. Que vous voulez partir, mais ce n'est pas vrai. C'est vous qui vous êtes présenté ici. Nous, on n'est pas allés vous chercher. Vous avez décidé pour nous. Je n'ai rien décidé, moi. Je me suis tout simplement perdue. Je suis venue vous demander de l'aide. Il y a des histoires que l'on enterre, des peuples que l'on efface, des noms que l'on vole. Rékou, une île, une loi sacrée, ne jamais faire la guerre. Les Moriori, un peuple pacifique, broyé par la violence. Mère garde en elle les cicatrices d'un monde qui se fracture. Iraya porte sur ses épaules le poids d'un sang interdit. Lula, la descendante, cherche ses racines à travers les continents 100 ans plus tard. 3 destins, une même blessure. À travers les générations, le roman tisse les fils d'une mémoire réduite au silence. L'amour impossible, la terre confisquée, l'identité niée. Mais aussi la résistance, celle des gestes quotidiens, celle des enfants qui naissent malgré tout, celle du chant qui traverse le temps. Le chant des Rékou, une fresque humaine intime et universelle. L'histoire de ceux qu'on a voulu faire taire et qui chantent encore. Un été, une maison, 4 générations de femmes. Lilitchka et Mietchka reviennent là où tout a commencé. Une vieille maison à l'écart du monde, envahie par les herbes. Pour faire une pause. Ou pour décider. Autour des 2 sœurs, la famille se reforme. Une mère qui s'inquiète, une grand-mère qui s'efface doucement, une cousine qui arrive, enceinte, et des souvenirs partout. Ici, rien de spectaculaire, mais tout compte. Les repas, le jardin, les conversations inachevées, les silences surtout. On parle d'amour, de départ, de ce qu'on hérite sans l'avoir choisi, et de ce qu'on ose enfin changer. C'est drôle parfois, très juste souvent, et profondément humain. Écrit avant que la Russie ait envahi l'Ukraine, l'histoire avec un grand H fait apparition uniquement en arrière-fond du roman, puisqu'il faut bien s'occuper de la maison, des citrouilles, des hommes un peu perdus, d'une petite fille et d'un chat. Un roman lumineux, simple en apparence, mais qui touche juste. Une écriture fluide, sensible, contemporaine. Un livre qu'on conseille facilement, pour renouer avec les choses simples, avec la douceur, avec ce qui compte avant tout. Je m'appelle Mubanga et je suis une conteuse. Ces derniers temps, j'aime encore plus cette présentation que celle d'autrice, d'éditrice, d'avocate ou des autres casquettes que je porte, car elle correspond davantage à ce que j'ai toujours été, quelle que soit la carrière que j'aurais pu suivre. J'ai toujours été très curieuse des différentes attentes imposées aux filles et aux femmes dans la sphère domestique, et j'étais une enfant du genre « pourquoi ?» Autrement dit,
Les questions que pose ce livre sur le coût de la conformité et celui de la rébellion face aux contraintes culturelles sont des questions que je me pose depuis toujours. Quel est ce code de conduite implicite auquel les femmes, quelle que soit leur nationalité, leur race, leur origine ethnique ou leur culture, sont confrontées tout au long de leur vie? Ainsi se présente l'autrice de ce livre et ainsi résume-t-elle les grands thèmes de son roman, que l'Aube publiera en septembre 2026 sous le titre « Le club des femmes mariées », dont l'ironie n'échappera pas au lecteur. Il y a quelque chose d'une anatomie d'une chute dans ce texte, le sentiment que certains événements sont inéluctables, que certaines attentes sont trop lourdes à porter. Exit la Savoie. Ici, nous sommes en Zambie, et nous suivons 3 générations de femmes, Sally, accusée du meurtre de son mari, sa mère, Peggy, et sa fille, Ntaché. Qu'attend-on d'elles? Pourquoi leur statut marital est-il si essentiel? La jeune fille a-t-elle le droit de rêver à un mariage d'amour, ou est-ce que, comme pour sa mère et sa grand-mère, elle n'aura devant elle que 2 non-choix: subir en silence ou être embarquée dans un tourbillon de violence? Profondément ancré dans la société zambienne, ce texte viscéralement universel nous questionne dans nos rapports entre femmes et hommes, entre mère et fille. Il interroge aussi ce qui définit un mariage et nous amène, à travers ce drame judiciaire et familial, à démonter le patriarcat et à croire que, peut-être, le monde est en train de changer. N'ignorez plus Corinne de Sarzan. Rien que cette année, elle a remporté le Grand Prix Ramu et le Grand Prix suisse de littérature. 3, c'est un livre drôle et tendre sur ses 3 enfants nés dans les années 1980. On est souvent chez Henri Calais. Extrait. À 13 ans, à la trompette, Oscar s'apprête à rejoindre une fanfare locale pour laquelle il faut un uniforme. Naïvement, nous pensons que faire de la musique revient à partager le même plaisir, peu importe l'endroit. Plan de vol ou convocation de caserne, les feuilles mentionnent toujours les heures avec des zéros. 14h00 pour 2 heures de l'après-midi. Une dame vient prendre les mesures d'Oscar après une répétition et lui remet son uniforme avec 2 feuilles à faire signer la semaine suivante. Bleu roi, de ce bleu du capuchon de stylo bic. D'un drap de laine nervuré, l'uniforme pèse très lourd. Posé debout, le pantalon tient tout seul. Ce n'est pas un plumage de gala. Avec, il s'agit de rentrer dans le rang. Le message de 2 Arsans, s'engager pour la liberté, s'ériger contre la prudence et surtout contre la peur. Sofia, février 2012. J'ai rencontré un homme. Je ne l'ai pas remarqué jusqu'à ce qu'il commence à jouer. Après, je n'ai plus rien remarqué à part lui. Il avait les yeux fermés, son visage et son corps se tordaient comme de la lave coulante. Ses mains étaient si rapides qu'elles paraissaient ne pas exister. Lorsqu'il s'est arrêté de jouer, il s'est pétrifié. J'ai sorti la première chose qui m'est tombée sous la main, l'une des 2 photos de la ville qu'Ossip m'avait donnée. Un vieux bâtiment tombant en ruine avec la plaque d'un club de jazz à l'entrée et au bout de la rue, un passage couvert. J'ai griffonné quelques mots au dos de la photo et suis allée vers lui. Je la lui ai tendue. Il a regardé la photo, a lu ce que j'avais écrit, m'a regardé. Ses yeux sont d'un bleu délavé comme des lacs gelés. On y tombe et s'y cogne. Il allait dire quelque chose, mais des gens l'ont entouré. Je les ai entendus le complimenter, lui demander quand il repartait. C'est ainsi que j'ai appris qu'il repartait aussitôt. Un avion l'emmènera dans une ville dans laquelle je ne suis jamais allée. Il est parti.
J'ai rencontré un homme. Je ne lui ai jamais parlé, mais je l'aime et veux le revoir. C'est alors qu'il l'aperçut, l'étoile, la septentrionale, son étoile. Elle clignotait doucement, indiquait le nord. Comme jadis, une étoile avait montré à des magiciens le chemin vers une grotte. Il la fixait dans ce ciel noir et épais, se demandant où étaient passées toutes les autres. Ce nord, son nord, il y parviendrait. La septentrionale le lui annonçait. Les voitures météores explosaient leur feu sur le désert et la route, mais elle restait sereine. Là-haut donc, quelque chose ne changeait pas. Il existait un ordre des choses. Sur la route, du sud vers le nord, Mariam et Joseph traversent en voiture un pays qui se désagrège. Le temps d'une nuit, chacun sonde sa propre histoire, dans un élan de survie. Karim Katan nous livre un road novel vibrant qui pourrait se passer en Palestine ou ailleurs. Le merveilleux se mêle aux références à la Bible et aux mythologies dans une écriture tendue et percutante. Une expérience de lecture d'une intensité rare, où la violence qui habite les personnages nous prend aux tripes, une prouesse littéraire dans l'actualité géopolitique. Dans les marais irlandais, Lobachevsky avance seul. Il mesure, il trace, il observe. Chaque ligne dessinée cherche à comprendre le monde. Géomètre formé en URSS, il porte la rigueur des méthodes et le doute des hommes. Ces instruments ne sont plus seulement des outils, ils deviennent mémoire, repère, silence. Autour de lui, le vent, la lumière, la pluie. Chaque pas dans la tourbe est un dialogue entre science et solitude. Adrian Duncan raconte cette tension avec précision et grâce. Il mêle la froideur du calcul à la chaleur du regard. Le roman explore comment la géométrie se transforme en émotion, comment le savoir devient quête. Le géomètre Lobachevsky, un homme face au monde, entre méthode et mystère, dans la beauté fragile de ce qu'il mesure. La dernière fois que j'ai vu Russ, elle avait 17 ans. Elle était jeune à l'époque, et elle m'avait semblé si forte, si résistante. En la regardant, je me demandais comment elle avait survécu à sa vie. Comment pouvait-elle être là, les cheveux brillants comme s'ils avaient été huilés par les étoiles, avec l'air de pouvoir réduire une montagne en miettes? Leur voiture s'était garée dans notre allée, et j'étais sortie pour voir qui ça pouvait bien être. « Qui es-tu » me demanda-t-elle là, chez moi. « La fille d'elle » ? « Oui. Elle a eu un bébé. »« Je ne suis pas un bébé, j'ai 11 ans. Je m'appelle Cora. Et vous, qui êtes-vous » ? Ma mère ouvrit les bras. « Russ ! Russ !» se mit-elle à répéter comme si c'était impossible, comme si Russ devait être morte et non pas là, debout devant elle, resplendissante comme une reine adolescente. 12 ans plus tôt, elle avait laissé sa sœur dans un foyer d'accueil. Russ serra elle dans ses bras. Russ fit passer beaucoup de choses dans cette étreinte.
Éléanore vient de perdre sa mère d'un cancer. Pour honorer ses dernières volontés, elle dépense tout son héritage sur une maison, la seule qu'elle puisse se payer, une nouvelle construction isolée dans la montagne. Elle a tout juste emménagé quand une pluie aux proportions bibliques s'abat sur la région. L'eau s'infiltre partout. Le froid s'installe. Un défilé d'experts s'invite alors avec leurs gros sabots et leurs solutions ruineuses. S'invite aussi le fantôme de sa mère, qui jette sur cette débâcle un regard réprobateur. Au fil du roman, une angoisse presque insoutenable monte. Les dangers abondent, les spectres affluent, la maison menace de s'écrouler, et Éléanore est si seule. Impossible cependant de ne pas ressentir une joie toute littéraire devant la plume de Kim Fu, conteuse à nulle autre pareille. Elle décrit un monde de plus en plus atomisé, tout en révélant la folie exploitatrice des hommes. De quelle violence sont-ils capables pour le privilège de planter leur drapeau dans le territoire ou bien le corps des femmes? Un roman comme un cauchemar fiévreux, aussi beau que terrifiant. Premier roman d'Alain Lescherbeau, La frontière des silences est un thriller psychologique remarquablement construit. On est happé dès les premières lignes et l'intérêt ne fléchit jamais. C'est aussi une évocation magnifique de la haute montagne. Thomas Mercier, 40 ans, architecte parisien au bord du burn-out, abandonne tout pour une masure délabrée dans les Alpes, à la frontière franco-italienne. Sans électricité ni eau courante, avec pour seul compagnon un chien errant qu'il recueille, il croit avoir trouvé le refuge ultime. Mais la montagne n'est pas un désert, c'est un passage. Des hommes y circulent la nuit. Migrants fuyant la guerre, passeurs sans scrupules, criminels en cavale. Quand Thomas recueille Marco, un Italien blessé par balle, il déclenche une spirale infernale qui va le transformer en otage, puis en fugitif, puis en résistant malgré lui. Entre deux hivers impitoyables, Thomas apprend qu'on ne fuit jamais vraiment, que la solitude est une illusion, que la bonté peut vous détruire autant que vous sauver, et que, parfois, pour rester humain, il faut accepter de devenir violent. Je m'appelle Jackson Jackson. Jackson Jackson comme un éternuement. Comme si l'épave qu'était ma mère entre deux cuites n'avait pas eu la force de me trouver un nom et un prénom. Ou alors, elle avait voulu, dans un rare instant de lucidité, bien enfoncer le clou de mon anonymat. J'ai compris assez tard que Jackson était le nom qu'on donnait dans le quartier à ce grand nègre qui venait d'ailleurs et qui promenait sa silhouette efflanquée dans les couches de toutes les femmes du bord du canal. Il se trouve que seule Eliette, aux cheveux de coulis et au rire tonitruant, conserva le cadeau qu'il lui avait mis dans le ventre. Eliette, c'est ma mère. Un roman martiniquais signé par l'écrivaine, journaliste et musicienne Marie-Josée Ali. Une histoire d'amitié entre deux jeunes qui se sont rencontrés sur le pont qui divise Fort-de-France entre riches et pauvres, damnés de la terre et transfuges. Un roman d'apprentissage et de destin raté, marqué par les blessures du passé, l'esclavage, et du présent, la dépendance au crack. Victor vit dans ses jeux vidéo enfermé derrière les murs étroits de sa chambre. Quand sa mère obtient une parcelle dans des jardins partagés de la cité, elle y voit un nouveau départ. Lorsqu'elle se blesse, l'adolescent doit abandonner sa console et mettre les mains dans la terre. Au fil des jours, Victor découvre le chant des oiseaux, la patience des saisons et un renard qui hante ses nuits. Il rencontre aussi la jeune Hawa
et des voisins aux histoires multiples unies par le travail du sol. Un jeune homme étrange apparaît et disparaît dans les arbres. Dans cette marge de la ville, Victor découvre la force du collectif et comprend que grandir, c'est accepter d'être transformé par l'autre. Pour protéger les êtres fragiles qu'il a appris à aimer, il va devoir d'abord réveiller le vivant en lui. Un roman sensible et lumineux sur la rencontre, la transmission et la force de la nature, où cultiver la terre devient une manière d'apprendre à se connaître, à comprendre le monde et à trouver sa place parmi les vivants. En Norvège, Björn, 18 ans, vit seul dans une cabane isolée depuis la disparition de son père, Paul. Un soir d'orage, il arrive chez Ralph, le père de son ami d'enfance, policier de profession, et lui avoue être coupable de meurtre. Au cours de l'interrogatoire qui suit, à la demande expresse de Ralph, il raconte son histoire. Le départ précipité, la cabane, le code, le silence dominant de Paul, sa disparition, puis la solitude. Cependant, il ne peut répondre aux questions du policier sur les raisons de leur départ et les mensonges du père disparu. Au fur et à mesure, le doute s'immisce, le lien se relâche, la vérité menace d'éclater. Dans ce roman de nature writing, qui aborde le passage de l'adolescence à l'âge adulte et sonde la relation filiale, le lecteur retrouve les thèmes de prédilection de Pierre Chavagnier. Le rapport de l'individu à la nature et à l'autre, la quête identitaire, l'omniprésence de la violence. Il retrouve aussi son écriture resserrée, son style incisif et sa langue riche d'images puissantes, un cocktail qui maintient en haleine jusqu'à la chute du roman. Savez-vous ce qu'est de vivre avec une pensée, une idée, à tel point qu'elle vous empêche de vivre? C'est ce qui arrive à Terence, brillant publicitaire, compagnon de la magnétique Ava, jeune éditrice en pleine ascension. Un couple que tous envient. Seulement voilà, Ava n'éprouve plus aucun désir pour Terence. Pourquoi? Que s'est-il passé? Terence n'a plus qu'une seule obsession, comprendre l'incompréhensible. Cette hantise le jette dans les rues d'un Paris spectral et hivernal dans lequel il erre. Ses pas le conduisent systématiquement devant la cage de la panthère Aramis, enfermée dans la ménagerie du jardin des plantes. Peu à peu, ce face-à-face fait germer une idée folle. Terence contacte une escorte qu'il grimera en Ava et avec laquelle il écumera les soirées libertines. Que perd-on quand le désir s'est enfui? Le second roman de Cyril Fallis, Fatal Eros, est une réponse fulgurante à cette énigme. Grâce à une écriture hypnotique qui convoque images et émotions puissantes, le lecteur touche de très près la grâce de la pulsion et la brûlure du manque. Ce livre est une autofiction d'une jeune écrivaine, Li Ting, dont on sait encore bien peu de choses, sinon qu'elle a une trentaine d'années et qu'elle vit aujourd'hui à Tokyo. Véritable phénomène de la littérature chinoise contemporaine, il s'est hissé dans le top 3 des meilleurs romans de l'année 2023 dès sa parution. Ce premier roman explore avec une grande finesse les liens entre une mère et sa fille. Une mère traverse la mer pour rendre visite à sa fille, installée au Japon, mariée, sur le point d'accoucher. Entre elles, des années de silence, de non-dits, d'amour maladroit. Mao Mao tente d'échapper à un amour maternel étouffant,
tandis que Ren, marqué par sa propre expérience, ne sait qu'aimer avec excès. Le texte est conçu comme un dialogue entre la fille et sa mère, un dialogue intérieur, en alternance, à la première personne, qui révèle peu à peu une tendresse enfouie. C'est la maternité partagée qui leur donne finalement la capacité de se comprendre et dessine le chemin d'une réconciliation silencieuse. Un face-à-face bouleversant, lumineux, sur la transmission et le pardon entre mères et filles. À l'intérieur d'elle, un silence très bruyant. La ville se désintègre. À l'extérieur d'elle, des bruits. Une carte. Crier une carte avant que la ville ne s'effondre. Elle entend une voix spectrale et se retourne. Personne ne parle. Quelle langue faut-il pour traduire la perte, l'incessant besoin de raconter le massacre du peuple iranien? Faisant écho aux explorations approfondies d'Edmond Jabès, Anna Akhmatova et Charlotte Delbo, mais avec des préoccupations et des méthodes qui lui sont propres, Popey Misaghi a façonné un roman qui témoigne avec lucidité et interroge l'acte même de témoigner. Les récits ici se brisent à un moment, scintillent à un autre, racontent comme le font les histoires, mais interrogent aussi la nature de la narration. Car il faut pouvoir dire, en une archive cruciale, l'insoutenable comme l'intensité de la vie dans un Téhéran fragmenté et sous la férule d'un régime théocratique impitoyable. Inventaire des disparus est un livre d'une richesse formelle exceptionnelle, oscillant entre journalisme et réalisme magique. Jacob a 50 ans aujourd'hui. Réalisateur de quelques films moyens, célibataire endurci, il a enterré ses rêves. La paix, voilà ce qu'il veut. Mais Hélène, sa meilleure amie, a d'autres plans. Elle lui offrira plus qu'une fête. Elle lui fera remonter le temps et lui révélera le fil conducteur, le sens caché de sa vie. J'avais tout prévu. Parler à tout le monde, fixer les points de rendez-vous, j'étais la marionnettiste dans l'ombre, la déesse ex machina, tout était entre mes mains. Et pourtant, mes mains étaient vides. Ils m'avaient appelé les uns après les autres au fil de la journée. Ils m'avaient raconté leurs retrouvailles, le passage de relais mentionnant, sans s'y attarder, ce qu'ils qualifiaient tous de dommage collatéral. À les entendre, je devais m'estimer heureuse si Jacob en sortait vivant. Et maintenant mon téléphone se taisait. Depuis 2 heures déjà. Le silence n'est pas toujours bon signe. Parfois, il dit simplement qu'on perd l'autre, sans bruit. Dans la lignée des Semeuses de Diane Wilson, le roman Rejoindre la danse nous plonge dans la vie d'un jeune Cherokee, Ever Gaimosadol, à travers les différents regards des membres de sa famille. En proie à une rage refoulée, Ever va devoir puiser dans la force que lui ont transmise ses proches pour se sauver lui-même, mais aussi pour sauver les générations suivantes. Suite aux multiples épreuves qu'ont traversées les siens, et à des siècles d'injustice, comment va-t-il trouver sa place dans un monde qui ne lui en a pas donné au départ? Premier roman d'Oscar Oki, auteur d'origine cherokee, Rejoindre la danse est un récit choral saisissant qui met en lumière la force du groupe, la puissance des liens familiaux et l'importance de la transmission. Nos mères se sont fait l'écho de mots déjà prononcés. Cette fois, nous avons écouté. Être Kiowa, ce sera toujours danser ensemble. On aurait dit qu'en tant que sœur, elle faisait famille à travers ces mots.
Ce roman cadavéré est celui d'un aveuglement. Au milieu des années 90, un universitaire détaché auprès de la coopération devient l'imprudent porteur de valise de Salomon Spavento, la coqueluche d'alors des lettres francophones. Sa cécité est à l'image de la nôtre, aujourd'hui face aux réalités qui viennent. À la sortie du monopartisme, Spavento a consterné ses soutiens internationaux en s'affichant dans son pays aux côtés d'un leader d'opposition messianique. Par ailleurs, de la maladie incurable qu'il a contractée et dont il a contaminé Mira, sa compagne, il a fait son secret. À Paris, Dupré ne doute pas de la parole de Salomon lorsque celui-ci lui annonce que son passeport a été confisqué. Il se salit même les mains pour couvrir le coût des soins apportés au couple après son évacuation sanitaire. Mais à l'approche de l'inéluctable, il ne saisit pas ce que lui confie Mira qui est sacrifiée au mysticisme de son mari. 3 décennies plus tard, Dupré tente d'élucider pourquoi il n'a pas perçu la vérité qu'il avait sous les yeux. Le 4 septembre, aux éditions du Typhon, Dents noires et sourire radieux de l'autrice contemporaine anglaise Adèle Stripe. Coincée dans la grisaille de logements sociaux, enceinte à l'adolescence, maltraitée par son petit ami, délaissée par sa famille, qui aurait parié qu'Andrea Dunbar deviendrait une autrice underground culte? Personne. À commencer par elle-même. Sauvée et consumée par l'écriture, elle va transformer les tristes années Thatcher en une folle destinée. Construit sous la forme d'une enquête associant épisodes hilarants et extraits de journal intime, ce premier roman passionnant ravive l'énergie fracassante de l'Angleterre grâce à la figure d'Andrea Dunbar, cette personnalité au parcours hors du commun, qui a notamment écrit l'un des films les plus provocants du cinéma anglais, Rita, Sue and Bob 2, réalisé en 1987 par Alan Clark. J'ai des nouvelles? J'arrive pas à y croire. Un vrai théâtre, quelque part à Londres, s'intéresse plus ou moins à moi. Tu sais, ce scénario que j'ai fait à l'école? Je l'ai un peu retravaillé et les femmes du foyer l'ont posté. Tu seras payé pour ça? Demande Alma. Andrea s'interrompit et relut la lettre. Je crois. Oui. La rentrée littéraire 2026, Harmonia Mundi livre. Quel est le prix à payer pour la paix? Je me demandais comment elle avait survécu à sa Et vie. contre toute La attente, terre devient une manière dans d'apprendre. secret, est-elle condamnée à rester à jamais la fille de... Comprendre le monde. Ce n'est plus un voyage, Comment pouvait-elle être là, libre, irremplaçable, moderne. que tous envient? Le silence n'est pas toujours bon signe. Parfois, On croirait les connaître. à les entendre, je devais m'estimer heureuse. Une pause entre mémoire et présent. Personne ne parle. Un couple parmi les vivants. Elle aurait pu le dissoudre. Vous allez bientôt faire leur connaissance.